Mythes et complots avec Christian Page. Salut Normand. Salut. Moi, je suis pas tellement... Je pense qu'il y a le micro. Oh. Aujourd'hui. Moi, je suis pas tellement un adepte des théories de la conspiration, mais je vois que c'est... Moi non plus, d'ailleurs. Oui. Et c'est intéressant. Oui, parce que l'histoire du médium au Texas. Ouais, voilà, c'est une nouvelle qui a fait beaucoup jaser. Bon, on rappelle un peu les faits. Il y a quelques jours, donc, les autorités du comté de Liberty au Texas reçoivent un appel anonyme. Donc, cette femme, c'est une dame au téléphone qui les informe que dans une maison tout près, un petit village, Harding, en fait, une population de 1000 habitants, se trouverait une sorte de charnier où on retrouverait plusieurs dizaines de corps, peut-être une trentaine même, et on parle d'enfants qui auraient été mutilés et enterrés sur place. Donc, les policiers se déplacent, se rendent à la résidence en question. Évidemment, ils n'ont pas un mandat et en dehors de cet appel, rien ne laisse supposer qu'il y a eu crime. Donc, on fait un peu le tour de la propriété, on ne voit rien d'important et on retourne au poste disant, bon, ben, allons, on va enquêter de façon en catimini un peu là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a rien qui suggère qu'un crime important a été commis. Le lendemain, la même dame rappelle. Cette fois, elle donne à nouveau des informations et elle demande aux policiers de retourner sur place. Comme la dame en question, à l'autre bout du fil, donne des informations qui laissent présager aux policiers qu'elle a une information qualitative sur les lieux, alors là, ils prennent un peu l'affaire au sérieux. Ils informent leurs collègues du FBI, ils se rendent sur place, et là, en faisant le tour de la propriété, ils voient sur une porte à l'extérieur, la porte arrière de la maison, une trace de sang. Alors, uniquement sur la foi de cette vision-là, ils réussissent à avoir un mandat et pénètrent sur la propriété. Bon, on va vite découvrir que la trace de sang était un incident tout à fait banal qui n'avait rien à voir avec des assassinats de masse. Évidemment, tu comprends que le propriétaire des lieux a été plutôt étonné de voir les policiers débarquer chez lui. On a fait enquête et on n'a absolument rien trouvé. Entre-temps, l'information avait été relayée au bureau local de la CBS encore une fois, par un informateur anonyme. Alors, évidemment, des camions complets, les médias d'à peu près tous les États-Unis ont débarqué sur cette petite route du Texas, dans l'espoir d'avoir des informations concernant ce crime odieux, crime qui n'existe pas finalement. Mais est-ce que la police a eu des recours ou est-ce qu'ils sont allés voir cette personne-là? Oui, en fait, on a appris entre-temps, et là, c'est assez surprenant, on apprend que la dame en question, l'informateur anonyme, évidemment, les policiers ont essayé de remonter la piste. Puisqu'on avait un nom et un numéro de téléphone, on remonte et on apprend que cette dame-là est une médium qui se donne le nom de Angel. Elle dit qu'elle est en contact, qu'elle a des visions du divin et que c'est sur la foi de ces visions divines qu'elle a contacté les autorités parce qu'elle avait eu cette impression qu'il y avait eu des meurtres collectifs qui avaient été commis dans cette résidence. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de se dire, bon, encore une fois, c'est une histoire de médium, de la police et, bien sûr, les sceptiques. Et on le comprend, quand je parle de sceptiques, je parle ici de sceptiques militants. Ils vont encore dire, bon, voilà, c'est la preuve que les médiums, ça fonctionne jamais et on va remettre en question l'utilisation de médiums dans un cadre d'enquête policière. Je pense de cette façon. Et c'est vrai et en grande partie. Mais il faut faire attention pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le gros argument souvent évoqué par les groupes de sceptiques militants, c'est de dire il n'y a pas d'informations transmises par les médiums qui a permis jusqu'à maintenant de solutionner une enquête policière. Est-ce qu'il y en a des cas? Il y en a. Ah oui? Pas beaucoup. Mais et d'où l'expression il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans ce sens que d'abord, il faut bien comprendre que les médiums ont tout intérêt à appeler la police. Hein? Bon, dans un premier temps, plus le cas est médiatisé, plus il y a de médiums qui vont se manifester. Tu te rappelles l'histoire aux États-Unis de cette petite mannequin qui avait été assassinée, John Bennett Ramsey? Oui. Ben, uniquement dans les mois qui ont suivi, les policiers ont reçu plus de 3000 appels de médiums donnant des informations. Et jusqu'à maintenant, l'affaire n'a jamais été résolue. Mais comme les policiers doivent intervenir sur les lieux et doivent intervenir sur la base de toute information qui leur est transmise, à partir de là, le médium pourra toujours dire qu'il a participé à une enquête policière. Et tu comprends qu'aux États-Unis, il y a des médiums qui se sont fait de véritables carrières en prétendant avoir participé à des enquêtes policières. Mais à partir du moment où tu transmets une information à la police, tu participes à l'enquête. Donc, aussi bien le médium qui dit « voici, on a un suspect X ou Y » que l'individu qui appelle en disant « j'ai vu une camionnette blanche dans la ruelle ». Donc, à ce titre-là, n'importe qui peut prétendre participer à une enquête. Mais moi, j'étais un corps de police là, qui recevait une information comme ça. Moi, je disais, écoutez, madame, si vous nous mettez sur une fausse piste, là, c'est vous, nous allons vous accuser et nous allons vous facturer le temps
les dépenses inutiles que votre information nous a données. Est-ce que vous êtes encore prête à nous donner l'information? Et c'est sûr que à ce moment-là, tu comprends que... Mais les policiers se trouvent dans une situation... En fait, c'est, pour utiliser l'expression, c'est un catch-22, parce que dans la mesure où ils ne le font pas, et on découvre éventuellement qu'il y a eu crime, alors là, on va leur reprocher d'avoir été laxiste sur l'information. Et là où je vais en venir, je vais te donner un exemple très peu connu. Donc, là, c'est une histoire... on va faire une révélation aux auditeurs. Là. Une histoire... Veux-tu qu'on parle de la musique spéciale? Pas quasiment. Donc, c'est une histoire qui est très peu connue du public. Donc, je vais te la révéler. C'est une histoire qui se passe au Québec. On est le 9 août 1983. Il y a une petite fille de 6 ans, Mélanie Decamp, qui disparaît du parc des Voltigeurs à Drummondville. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet incident-là. Vaguement, mais je m'en rappelle. Donc, Mélanie Decamp disparaît, et comme elle campe au parc des Voltigeurs avec ses parents, donc les parents sont pas trop inquiets en début d'après-midi, mais lorsqu'elle arrive l'heure du souper et que la jeune Mélanie ne revient pas à la maison, évidemment, on informe les autorités et on commence à chercher. Immédiatement, les autorités, à la fois la police de Drummondville comme la Sûreté du Québec qui est informée, on le sait, lorsqu'il y a une disparition d'enfants, les premières heures sont les heures les plus importantes. Alors, immédiatement, les policiers ont 2 scénarios possibles. Ou bien la jeune Mélanie a disparu, s'est perdue dans les bois aux alentours du parc des Voltigeurs, ou bien elle a été enlevée par un agresseur, un pédophile. Alors là, évidemment, c'est le pire scénario. Donc, les policiers commencent à enquêter là-dessus et on comprend le désarroi des parents en ce moment-là. Les jours s'écoulent, on est sans nouvelles de Mélanie Decamp. Et là, ce que je vais te raconter, j'ai de l'information, j'ai entendu les bandes, les gens dont je parle ici, dont je ne nommerai pas les noms, je les connais personnellement. Donc, le 17 août. Donc, à ce moment-là, là, il y a déjà une semaine que Mélanie Decamp est disparue. Des bénévoles décident de faire appel à un médium. Ce médium, et là, on parle d'un enregistrement audio du 17 août 1983. Une femme ou un homme? C'est un homme. Appelons-le, là, pour les besoins, Monsieur X. Donc, le médium, X, c'est qu'il gagnait sa vie? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Il était connu dans les milieux privés, bon, parce qu'il avait des habilités de voyant, mais en dehors de ça, c'est pas un médium connu. Il ne veut pas être connu non plus, donc je ne le nommerai pas ici en ondes. Le 17 août, donc, sur une bande audio, on demande à ce médium-là ses impressions par rapport à l'affaire Mélanie Decamp. Alors, le médium va raconter, il va dire que les policiers sont dans l'erreur. En fait, Mélanie n'est pas perdue dans les bois aux alentours du parc des Voltigeurs et n'a pas été réellement enlevée par un pédophile. Il donne des informations assez importantes. Il dit d'ailleurs que l'enfant est morte, qu'elle se trouve dans un boisé à 7 kilomètres du parc des Voltigeurs. Et il parle de son agresseur en disant, c'est curieux, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, mais l'agresseur, j'ai de la difficulté à le situer. Il s'agit d'un homme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un enfant. Cette information-là a été transmise le 18 août aux autorités de la Sûreté du Québec et à la police de Drummondville. On a accueilli l'information avec politesse, mais sans plus, parce que, bon, l'information provenait d'un médium. Le 21 août, donc 4 jours plus tard, grâce aux chiens renifleurs de la Sûreté du Québec, on trouve le corps de Mélanie Decamp. Bon, faut dire aussi que le médium avait dit qu'il la sentait comme prisonnière, ligotée, attachée. Le 21 août, on découvre le corps de Mélanie Decamp dans un boisé à 6,5 kilomètres du parc des Voltigeurs. Elle est attachée à un arbre. Son agresseur lui a placé un bâillon, un bas dans la bouche, et l'a attachée après l'arbre avec des cordes et du ruban, une sorte de ruban adhésif, mais phosphorescent. C'est quand même assez curieux. Sur la foi, en fait, à partir de l'enquête sur le bas qui a servi de bâillon, on va réussir à remonter à l'assassin. L'assassin est un dénommé Michel Derry. Il s'agit d'un homme dans la vingtaine, mais les experts à son procès, les experts de l'Institut Pinel, vont déclarer que cet homme-là a à peu près le quotient intellectuel ou les capacités intellectuelles d'un enfant de 11, 12 ou 13 ans. Et ensuite de ça, comme va le démontrer le rapport d'autopsie, elle n'a pas été agressée sexuellement. Donc, c'est de l'information qui n'aurait pas permis de retrouver plus tôt Mélanie Decamp. Ce n'est pas non plus de l'information qui aurait permis de retrouver l'assassin. Mais c'est quand même une information qualitative qui a été donnée des jours avant que le corps soit découvert. Bien sûr, on pourrait parler de hasard. Mais de toi à moi, c'est quand même un hasard extraordinaire. Oui, c'est un hasard, mais quand même, si on me demande, il y a une... J'aurais pensé à une agression sexuelle, puis là, tu dis, ben, c'est pas là, c'est peut-être... C'est ça. Les choses curieuses, c'est le 6,5 km par rapport à 7 km. Le boisé, il la sent prisonnière, elle est attachée sur un arbre. Mais cette histoire-là a un second volet. Ah oui. Le second volet est le suivant. Donc, dans ce cas-là, on est en présence d'éléments d'information qui sont intéressants, mais qui n'auraient pas permis de solutionner le crime. 1 an plus tard, le même Monsieur X, le même médium, va conduire des bénévoles
à l'endroit où se trouve le corps du petit Maurice Vien. Maurice Vien, disparu en Grand Montréal le 1er novembre 1984. J'ai enquêté cette histoire-là personnellement. Dans le cas de Maurice Vien, donc les 3 personnes qui vont se rendre sur la maison à Saint-Denis sur le Richelieu, je suis moi-même descendu dans le trou, dans la maison. Je suis allé visiter ça moi-même. Donc dans ce cas-là, on sait, donc si tu as enquêté sur l'affaire, je ne t'apprendrai rien, que immédiatement après la disparition de Maurice Vien, les policiers de la Sûreté du Québec ont retrouvé son blouson le long de l'autoroute 20. À ce moment-là, la Sûreté du Québec avait acquis la certitude que l'enfant n'était plus sur l'île de Montréal. Il était ailleurs. Mais ailleurs, ça peut être Québec, ça peut être Caracat, ça peut être n'importe où. Ouais. Or, 3 jours après la disparition de Maurice Vien, c'est les mêmes personnes qui avaient participé à cette enquête sur Mélanie Decamp ont décidé de reproduire l'expérience, ont demandé au médium, ils l'ont placé dans un état de réceptivité, une sorte de détente, et lui ont demandé des informations. Et sur la foi de ce qu'il leur a dit, il leur a dit, vous allez aller de l'autre côté, suivre la 20, le long de la rivière Richelieu, il y a une petite maison abandonnée, le corps de Maurice Vien se trouve là, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé le corps de Maurice Vien. Quand les policiers de la Sûreté du Québec est arrivés sur place et qu'on a demandé à ces gens-là ce qu'ils faisaient dans la maison en question, eux ont dit, bon, on est là parce qu'un médium nous a dit de venir ici et on a trouvé le corps de Maurice Vien. Ensuite de ça, la bande audio décrivait dans le détail la façon dont le corps était placé dans la maison. Il était couché face contre terre, dans une sorte de trou, les pantalons baissés jusqu'aux genoux, tout ça, il avait été battu à mort. Les informations étaient tellement importantes que notre médium en question a été arrêté par la Sûreté du Québec, mais relaxé parce qu'on s'est vite aperçu qu'il n'avait pas rien à voir avec le crime. Mythes et complots avec Christian Page. Avis de recherche, les X-Files du gouvernement australien sont disparus. Je voulais simplement, pour terminer avec une histoire de voyant qu'on avait abordée dans le premier bloc, tu vois, encore une fois, toute cette information-là n'a pas permis d'arrêter l'agresseur. On le sait, le jeune Maurice Vien, l'assassin n'a jamais été arrêté. Mais les informations fournies par le médium sont quand même très intéressantes. Et c'est difficile de croire que c'est uniquement le cas du hasard. Et cette fois-là, un 2 sur 2, tu vois. Donc, je pense qu'il faut rester l'esprit ouvert. Faut pas abandonner les enquêtes policières conventionnelles, mais quand même, c'est des choses. Mais je te dis, Christian, tu devrais écrire un livre là-dessus. Oui, je vais sûrement faire un truc là-dessus. C'est vraiment fascinant parce que c'est troublant. Moi, je suis un gars qui doute de tout ça. Puis tu me dis que tu as toutes les informations là, tu as même des rubans. Oui, les bandes magnétiques. Écoute, tu pourrais même faire un renvoi à un site Internet où les gens pourraient aller écouter les rubans. Oui, absolument. Ça vaut. C'est un best-seller. Je vais évaluer ta proposition. Oui, on en revient aux fameuses files du gouvernement australien. Ça, c'est assez amusant. Parce que, un journal local, un journal de Sydney avait demandé au gouvernement australien, en fait au ministère de l'Air australien, d'obtenir des informations sur les ovnis qu'il collige depuis une 50aine d'années. En fait, la plupart des grands gouvernements, des grands services militaires ont colligé de l'information sur les ovnis à un moment donné ou à un autre. Donc, on s'adresse à l'armée australienne et là, voilà, après quelques mois, l'armée australienne émet un communiqué en disant on a fouillé, mais on n'a pas trouvé finalement nos fameuses X-Files. Ils les ont baptisés X-Files en raison justement de la célèbre émission de télévision. Et là, apparemment, ils ont perdu les filières dossiers OVNI au ministère de l'Air. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est un vague dossier sur une observation d'OVNI qui serait produite dans les années 60 au-dessus d'une base militaire britannique installée en territoire australien, mais pour lesquels il n'y avait pas vraiment eu, il y avait eu une investigation, on avait conclu qu'il s'agissait de reflets. On avait pris des photos et des lumières étaient apparues sur les photos et la conclusion était que ce ne s'agissait que de reflets. Mais les grands dossiers OVNI australiens, apparemment, on en a perdu trace. Et ça me fait sourire en lisant cette nouvelle-là parce que c'est pas la première fois que j'entends cette nouvelle-là, pour la simple et unique raison que moi-même, il y a quelques années, j'ai dû croiser le fer, si je puis dire, avec les autorités australiennes. Pas un ovni. Non, pas un ovni, mais le fer. Et c'est la réponse qu'on m'avait donnée. Alors, si tu me permets... Donc, ça confirme. Oui. Donc, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti, ou à tout moins, c'est une information qu'ils savent depuis plusieurs années. Je te donne quand même l'information, c'est assez amusant. C'est à propos d'un incident. Moi, j'avais enquêté là-dessus. C'est un incident qui date de 1978. On est le 21 octobre 1978 et il y a un petit avion qui décolle de l'aéroport de Melbourne. À son bord, un jeune pilote, un novice, ce n'est pas un pilote chevronné, un jeune novice du nom de Frédéric Valentich. Il est à bord d'un Cessna 178. Il s'agit d'un avion civil. Il quitte donc l'aéroport de Melbourne. Il est à peu près 6h30.
Vers à peu près 19h15, il contacte l'aéroport de Melbourne. Il fait un vol entre Melbourne et King Island. King Island, pour situer les auditeurs, c'est une petite île qui se trouve entre l'Australie et la Tasmanie, donc une toute petite île. Et alors qu'il est en vol, ce Frédéric Valentich va communiquer avec la tour de contrôle de Melbourne. Il leur demande, est-ce qu'il y a un objet en dessous de 5000 mètres dans mon voisinage? La tour de contrôle lui dit que non, mais en fait, la tour de contrôle n'a pas de couverture radar à cause des montagnes de la côte ne leur permet pas d'avoir une couverture radar. Mais, à tout le moins, ils lui disent, on n'a pas de plan de vol, il n'y a pas d'appareil qui est là. Et puis, Valentich va communiquer à quelques reprises avec la tour de contrôle. Il est visiblement préoccupé par la présence de cet objet. Il dit que l'objet tourne autour de son avion. Lorsqu'il s'approche, il a l'impression que le moteur de son avion cale. Et à la toute fin, Valentich envoie un communiqué. Il dit... Melbourne, j'ai l'intention de me rendre à King Island. Cet objet est toujours là. Il tourne autour de mon avion. Ce n'est pas un avion. Je répète, ce n'est pas un avion. C'est... Et la communication est interrompue. Évidemment, en disant ça, je vois à ton air débitatif que tu dis, écoute, c'est un scénario de X-Files, un mauvais film de série B. Comme le type se prépare à dire ce que c'est, la communication Alors, coupe. je veux savoir la suite. L'avion n'a jamais été retrouvé. L'avion n'a jamais été retrouvé. Et quand j'avais demandé aux autorités australiennes les rapports sur cet incident, on m'avait répondu, on a perdu le dossier. On a perdu le dossier. Alors donc, tu vois, et c'est curieux parce que les autorités australiennes avaient dès le départ été impliquées dans cette affaire-là, parce qu'on avait suspecté, bon, les conclusions de l'armée, c'est que le jeune Valentich a eu une désorientation spatiale. Il a vu quelque chose, il a été préoccupé par ça, il a eu une désorientation spatiale, a perdu la maîtrise de son appareil qui s'est écrasé et les courants forts ont emporté l'appareil. Maintenant, qu'est-ce que c'était cet objet qui volait au-dessus du détroit de Bass? Immédiatement, évidemment, il y a ceux qui croient qu'il s'agit d'un engin extraterrestre venu de Betelgeuse. D'autres supposent qu'il pourrait peut-être... Une sonde météo. Une sonde météo ou peut-être un appareil de l'armée, puisque l'appareil semblait approcher, s'éloigner de Valentich, tout ça. Et les autorités, comme l'armée a immédiatement été dans le collimateur de l'enquête de l'aviation civile, évidemment, ils ont eux aussi de leur côté ouvert une enquête. Et moi, c'est un peu ces informations que j'ai essayé d'obtenir. Je t'ai remis entre les mains le rapport de l'aviation civile qui te montre bien que Valentich a bel et bien dit dans sa dernière communication, ce n'est pas un avion, et la communication est interrompue. Donc, ce n'est pas un mythe. Cet incident-là s'est réellement produit. Maintenant, quel est ce mystérieux objet qui a effacé de la surface de la Terre notre ami Frédéric Valentich? Difficile à dire, mais les autorités ont enquêté et ont perdu le dossier. On va continuer à réfléchir là-dessus et à se poser des questions. C'est tout le temps que nous avons. Ça m'a fait plaisir, Normand.